Bon alors, l'idée c'est de se fabriquer une petite cabane. Pourquoi pas? Ici, j'ai opté pour la technique du dessin direct, au pinceau sur le papier, sans croquis préalable. C'est une contrainte qui me permet de laisser les choses venir progressivement, plus lentement. Plan après plan, les éléments se mettent en place, proprement, gentiment, et bien souvent, la direction induite par les formes, leur organisation dans l'espace, génère une composition bien différente de celle que j'avais en tête au départ. Là, je suis parti avec, sans idée de forme, mais en tout cas, une petite idée de se fabriquer une petite cabane. Un abri, en tout cas. Un abri pour la pluie. Et puis, c'est en fonction des premiers tendeurs, des premiers fils que j'ai posés, que le reste a suivi. Donc allons-y sur cette forme-là. C'est encore incertain. C'est le choix de faire confiance au dessin. Il naît du geste du bras et vient de lui-même imposer ses choix. C'est le dessin qui propose son petit parcours. Et je suis son humble serviteur, si on veut. Il est question de faire confiance non pas au hasard, mais je me peux l'idée que tout soit prévu d'avance, tout calibré. En général, les choses naissent, que ce soit une narration ou une image, naissent beaucoup des hasards de comment les choses viennent d'elles-mêmes par le dessin, par exemple, ou par, en l'occurrence pour Kangourou, la narration, l'écriture c'est faite par l'image. J'ai petit à petit dessiné du storyboard, mais j'ai pas écrit... Oui, c'est de l'écriture par l'image, tout simplement. Après, dans la bande dessinée, en l'occurrence, c'est rarement muet, ce que je fais. Mais, malgré tout, l'écriture du scénario, elle n'intervient pas tout de suite. Il y a une première étape de plonger dans un univers, machin, et les choses se construisent petit à petit. Et je laisse... Alors, à un moment donné, je pose des grandes bases, des grandes lignes, parce qu'il faut bien nécessairement calibrer son truc à un moment donné. Et puis, l'idée, c'est de se laisser des grandes zones de liberté entre différents points clés d'une histoire, tout en ayant au préalable, si on veut, tout en ayant semé des indices, évidemment, de façon un peu libre, avec l'intuition que ça pourrait éventuellement servir par la suite. Bon, ça, c'est juste une description de procédé d'écriture, mais l'idée que c'est par le dessin que ça se fait, oui. Le mouvement du dessin, qu'il soit fixe ou animé, est une chose qui m'attire. La forme unique du kangourou est déclinée selon différentes possibilités de mouvement, selon qu'elle devient humanoïde, chien, oiseau ou bestiole tentaculaire. C'est la contrainte d'une seule et même forme qu'on malmène, qu'on épuise. Ici, le travail au fusain sur papier permet de faciliter la réalisation du film. Tu dessines, tu scannes, tu gommes, et ainsi de suite. Tu dessines et tu gommes. Le geste de gommer est semblable à celui de dessiner. Il se complète complètement. Je n'ai donc dans ce film jamais autant dessiné de ma vie pour des dessins voués à disparaître physiquement dans la minute où ils ont été exécutés. C'est probablement cette expérience quasi sacerdotale
qui a modifié à jamais ma façon d'envisager le dessin et de le produire. Ce qui m'intéresse, c'est autant cette notion de jeu sur les formes que la simple envie de proposer des mondes imaginaires. Au-delà du geste, de l'action de dessiner, je parle ici du dessin lui-même qui se fait sa petite vie. On est clairement dans un jeu hein, sur les détournements de forme et les remaniements pour créer d'autres associations. Enfin, en tant qu'une forme en elle-même, qu'est-ce qu'elle peut évoquer selon qu'elle soit maltraitée de telle ou telle manière ou malmenée. Dans des images comme les boutures cosmiques, ça correspondrait davantage à des associations de choses un peu de barbe à papa qui viennent... Enfin, c'est cette idée de détournement, quoi, d'objets. Là, c'est ça qui génère quelque chose de suffisamment étrange. Le référent végétal, organique, est très présent dans mes grabouillages. C'est une chose qui est directement liée à ma manière de dessiner. L'absurde, le décalage, le fantastique aussi. C'est un peu flou, mais cette thématique de la chose vaine, si on veut, ça donne par exemple des boutures cosmiques qui semblent tout à coup obéir à des lois connues d'elles seules et qui ne correspondent à aucun référent directement identifiable. On ne sait pas ce qui se passe, mais il se passe un truc. Une sorte de métaphore d'un monde qui tourne on ne sait pas trop comment, pas tout à fait, voire même pas du tout. Alors à partir de ce dessin que j'ai scanné, l'idée c'est de transformer tout ça en dessin coloré. En l'occurrence, on sera sur 4 couleurs en vue d'imprimer ça en sérigraphie par couche. À commencer par le jaune, ensuite le rouge. Ici, la tablette graphique est un solide allié et dans le cas de mes réalisations, il me serait tout bonnement impossible de faire sans. Une quatrième couleur de bleu. En réalité, Photoshop fonctionne de la même manière qu'une table à dessin. On empile ses calques, chacun correspondant à une couleur, et on bidouille, on gomme, on redessine les zones à garder ou non, à remplir ou non. Superposer au jaune ou non, prendre une teinte différente. Tchouk tchouk. On se rend bien compte au moment de l'impression de ces choses-là. Et puis un dernier passage, ouais, ça fait 5 passages là quand même. En l'occurrence d'un bleu plus foncé. Bon, ce sont des choix esthétiques. Il s'agira de voir vraiment physiquement ce que ça donne à l'atelier du coup. Comment on passe de ça à ça. Mais comme partout, le hasard des manipulations fait naître des associations inattendues. Ouais. Tâchons de ne pas oublier de faire confiance au hasard. Dans le cas d'images déjà très délimitées et volontairement presque abouties telles que mes paysages ou boutures cosmiques, l'exercice sera très périlleux. La précision et la propreté d'un outil comme le stylo-pinceau permet d'envisager tout de suite un dessin qui viendra parfaitement s'adapter aux contraintes du passage à la couleur pour l'impression en sérigraphie.
Du fait de mes nombreuses expériences de réalisation d'images conçues et pensées pour la sérigraphie, j'ai pris l'habitude d'envisager des contrastes, des choix colorés, dès la pose de l'encre noire sur le papier. Oh, c'est bien raclé, n'est-ce pas? Le passage à la couleur, c'est l'étape de réorganisation, de la décomposition de son image par couche en vue de l'impression couleur par couleur. J'ai fait le choix de ne pas me contenter de coloriage de zone, mais plutôt celui du dessin brut. Il s'agit de colorer le trait noir d'origine, de réviser ses remplissages, et puis surtout, tâcher d'harmoniser tout cela selon l'idée qu'on se fait d'une image bien aboutie. Je vais passer à l'impression. Il s'agit maintenant de nous fabriquer un petit bassin pour protéger le reste de la feuille, que l'encre ne vienne exclusivement se passer par le trou, quoi. Ça ressemble beaucoup à la couleur dont j'ai besoin, ce mélange. La contrainte de l'impression de la sérigraphie implique de procéder d'une façon très précise où tu penses à une image en 3 couleurs, par exemple. C'est un choix esthétique parce que c'est sûr que si on compare des impressions offset ou numériques, on n'aura pas des possibilités de couleurs plus savoureuses qu'on peut obtenir avec les encres de sérigraphie, et puis qui vieillissent très bien, qui ne seront jamais passées à la lumière. Ça, c'est Cocotte Minou, un album de bande dessinée que j'ai réalisé il y a 1 an ou 2 ans, qui est sorti chez Super Loto Édition. Et voilà. Qui a été clairement dessiné et selon les codes d'image de la sérigraphie. Là, c'est complètement ça. D'ailleurs, j'ai pensé chacune des planches, chacune des images comme une affiche, si on veut. En tout cas, chacune des images est déjà quasiment prête à l'impression. Donc, les couleurs sont séparées de telle sorte qu'il n'y a plus qu'à préparer ces cadres pour la sérigraphie. C'est possible. Bon, la couve, on l'a vraiment imprimée en sérigraphie. Dedans, c'est de l'offset. Évidemment, on ne peut pas sortir des bouquins entièrement sérigraphiés comme ça. C'est possible, mais on n'a qu'une vie, hein, flûte. Et voilà, donc ça renvoie à ça, quoi. Et puis, après, ce qu'il y a dedans, c'est les délires du lieu où l'on se trouve. J'avais commencé Cocotte Minou alors que j'étais à Nantes. Donc, c'est là que se situe le début de l'histoire. C'est amusant parce qu'à la fin, entre-temps, j'ai déménagé dans le Lot. Puis à la fin, il y a un petit tour de passe-passe et, c'est-à-dire, je sais plus, d'une page à l'autre, on se retrouve d'un décor ville type nantais, enfin c'est mon référence, à tchouf, la campagne, le Lot. Tchouk, ici. Voilà, et ça s'est fait parce que j'ai fini le bouquin là-bas, enfin ici. Ça, c'est amusant, j'ai pas fait gaffe. Quand j'habitais au bord de la mer, l'élément eau, le grand océan et tout ce qui va autour était mon meilleur camarade de promenade. Le fait d'habiter à la campagne, à l'orée du bois, joue un rôle certain dans les choix que je fais pour mon travail. J'ai pour habitude quasi quotidienne de sortir, en fin de journée la plupart du temps, pour aller me perdre en forêt. La région grouille de petits chemins, ce qui permet de nombreuses possibilités de parcours. À partir du point de départ du presbytère, j'ai balayé un grand périmètre tout autour. Je travaille principalement à la maison, et c'est le lieu, l'environnement,
la région dans laquelle je me trouve qui influence inévitablement tout ça. On est là. Tant qu'à faire, je me suis dit, servons-nous de là où qu'on est. Et comme décor, alors ça génère un truc particulier parce que tu te retrouves, là en l'occurrence, l'action se déroulerait sur ce domaine de Beauregard et dans ce presbytère, mais en tant que cette grosse masse d'architecture là, dedans, c'est plus du tout nous et ces appartements. Du coup, c'est très étrange de se plonger là-dedans parce qu'on envisage une histoire de fiction qui n'a rien à voir avec ce qu'on vit ici, bien évidemment, mais dans le même lieu. Alors, ça m'a un peu perturbé quand je me suis mis là-dedans. Oui, puis c'est un prétexte, vu que je me promène beaucoup, tant qu'à faire... oui, la forêt a une importance primordiale et donc devient... c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est écrit dans les grandes lignes et il est prévu qu'elle prenne vie un peu à la manière je pensais à Miyazaki là, dans Princesse Mononoke avec cet esprit de la forêt immense. C'est évidemment... je me rends compte que c'est sûrement dans le même délire. Oui, il est question que la forêt prenne corps et se déplace. Mais ça fait référence à cette idée de... Il y a une chose peut-être, cette notion de circulation, de parcours dans l'espace. L'espace clos d'un bâtiment, par exemple. Moi, ce que j'aime, c'est quand cette circulation devient discrètement le prétexte à donner vie au lieu, à le sublimer. Ces moments où le décor surpasse tout et où, grâce à la virtuosité de la mise en scène, le décor devient un personnage à part entière. Pour ce clip-là, pour Luis Francesco Arena, il a fallu que je crée tout le décor et tout ça, et en perpétuel mouvement. Il y a quelques plans fixes, mais le décor est en perpétuel mouvement. Donc c'était une des contraintes que je m'étais imposée, histoire de... Voilà. Et c'est ça, quoi. Bon, ça mêle plein de matières, de motifs différents. Du fusain sur papier découpé à la photographie détournée, au dessin justement dont je parlais, dessin à la tablette graphique, dessin animé. Bon, c'est possible. On est dans un parcours, en l'occurrence, d'une petite bébête dans les profondeurs de la Terre et qui s'envole, et qui mute et qui devient un joli oiseau, puis qui s'envole dans les nuages. Et là, c'est encore une fois complètement un jeu de forme en mutation perpétuelle. C'est cette envie de représenter, de proposer des sortes de décors qui semblent vivre leurs propres histoires selon les codes qui nous échappent, sans que manifestement des personnages ou formes organiques indépendantes y inscrivent leur parcours. J'aime l'idée que le dessin, les formes qui le constituent, gardent cette notion d'autonomie et que nous ne sommes qu'un humble médium à sa libre exécution.